Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 20 mai. À la une de l'actualité, le président de la République, Majid Tebboune, adresse un message de condoléances au premier vice-président d'Iran, Mohamed Mokhber, suite au décès du président iranien Ebrahim Raïssi. Le président de la République appelle les Hadjis algériens à être les meilleurs ambassadeurs de leur pays à l'occasion du départ du premier groupe de pèlerins vers les lieux saints de l'islam. Retour sur la visite hier du chef de l'État au pôle scientifique et technologique Shahid Abdelhafid et Haddaden, où il a réaffirmé l'importance de l'étudiant et la place de l'université dans l'édification du pays. Zoom ce soir sur une entreprise de consulting pour start-up qui a vu le jour grâce à la nouvelle orientation de l'État dans le soutien de ces micro-entreprises. « 51e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée sahraoui. Le président de la RAST exhorte l'ONU et l'Union africaine à libérer la dernière colonie d'Afrique. Du sport avec la 9e étape du Tour d'Algérie de cyclisme remporté par l'Algérien Hamza Yassine. Une 4e victoire depuis le début de la compétition réalisée entre Skikda et Annaba. Nous ferons le point tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Majid Tebboune, a adressé ce lundi un message de condoléances au premier vice-président de la République islamique d'Iran, Mohamed Mokhber, suite au décès du président iranien Ebrahim Raïssi. Excellence, le premier vice-président de la République islamique d'Iran, nous avons suivi avec vous dès le début, avec émotion et inquiétude, les moments difficiles qu'a vécu le peuple iranien frère dans l'attente d'informations sur le sort de l'hélicoptère transportant le défunt Ebrahim Raïssi, président de la République islamique d'Iran, pays frère, et les membres de la délégation l'accompagnant, composés de hauts responsables. Et c'est avec une grande affliction et une profonde tristesse que nous avons appris le décès tragique de notre cher frère Ebrahim Raïssi. Lit-on dans le message de condoléances. Nous exprimons notre profonde sympathie et notre soutien fraternel aux dirigeants politiques, au gouvernement et au peuple de la République islamique d'Iran, pays frère, a écrit le président de la République, en cette pénible circonstance où le peuple algérien compatit à la douleur de ses frères en Iran. Je perds personnellement en le dirigeant Ebrahim Raïssi, un frère et un partenaire avec lequel j'ai œuvré pour le renforcement des liens de fraternité, de coopération et de solidarité entre nos deux pays et peuples frères, et en faveur des causes justes portées par notre nation islamique, a-t-il ajouté. En cette pénible épreuve, je présente mes sincères condoléances et ma profonde sympathie au gouvernement et au peuple iranien, priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde et de prêter assistance et réconfort au peuple iranien frère. Fin du message du président de la République. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, Mohamed Bagheri, a ordonné lundi une enquête sur la cause du crash d'hélicoptère qui a tué le président Ebrahim Raïssi et son entourage. 5 jours de deuil ont été décrétés également en Iran suite à cet incident qui survient alors que la région est secouée par l'agression génocidaire sioniste à Gaza. Raouf Hamouche pour les détails. Le crash de l'hélicoptère présidentiel a fait l'effet d'une bombe. Le président Ebrahim Raïssi a perdu la vie avec 8 autres personnes dans un accident d'hélicoptère survenu dans une zone montagneuse dans des conditions météorologiques difficiles, avec de la pluie et un épais brouillard selon la télévision iranienne. L'épave a été découverte à l'aube et les secours ont rapidement indiqué qu'il n'y avait aucun survivant. L'appareil, un Bell 212, faisait partie d'un convoi de 3 hélicoptères transportant la délégation présidentielle, dont 2 ont cependant atterri sans encombre à Tabriz, la grande ville du nord-ouest, d'où Raïssi devait rejoindre Téhéran. Le gouvernement doit tenir aujourd'hui une réunion d'urgence pour discuter de la situation. Le guide suprême l'Ayatollah Ali Khamenei a annoncé que l'Iran observera 5 jours de deuil national. La Constitution prévoit qu'en cas de décès, le président est remplacé par le premier vice-président, Mohamed Mokhber.
en attendant la tenue d'une élection présidentielle dans les 50 jours. Ce crash mortel qui intervient dans un contexte particulier, notamment l'agression sioniste contre les civils palestiniens et le programme nucléaire de l'Iran qui dérange les grandes puissances mondiales, soulève bien des questions sur les véritables causes de ce drame. Sur son compte officiel dans les réseaux sociaux, le président de la République a appelé les hadjis algériens à être les meilleurs ambassadeurs de leur pays à l'occasion du départ ce lundi du premier groupe de pèlerins vers les lieux saints de l'islam, priant Dieu le Tout-Puissant de faciliter leur voyage, d'accepter leur hadj et leur souhaitant à tous un bon retour sain et sauf. Départ donc du premier groupe de hadji vers les lieux saints de l'islam, c'était en matinée depuis l'aéroport international d'Alger ou Ouali Boumediene. Le groupe qui compte quelques 70 pèlerins et 160 membres de la mission nationale du Hajj rejoindra Médine en premier lieu. Le départ s'est déroulé dans une ambiance de joie en présence de membres du gouvernement venus saluer les pèlerins. Retour à présent sur cette visite hier du chef de l'État au pôle scientifique et technologique Chahid Abdelhafid et Haddad Nassidi Abdallah. Le président qui a inspecté ces différentes écoles a fait une série de déclarations réaffirmant l'importance de l'étudiant et le savoir et la place de l'université dans l'édification du pays. Amel Bouakoua. Adapter l'université algérienne aux exigences du marché national, la connecter à l'environnement économique et l'orienter vers l'innovation, autant d'objectifs clés sur lesquels mise l'Algérie. Cette stratégie qui érige l'université en locomotive de développement de l'économie nationale, place l'étudiant au cœur des priorités, avec en ligne de mire l'ouverture de centres et établissements d'enseignement et de recherche aux standards internationaux. L'un des fruits des réformes lancées ces dernières années, le pôle scientifique et technologique Chahid Abdelhafid et Haddad de Sidi Abdallah, inauguré par le président de la République. Et afin de faire face aux défis technologiques, l'ouverture de l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle permet aux étudiants l'acquisition des connaissances et la maîtrise des technologies modernes en prévision d'une transition vers une université de 4e génération interconnectée, ouverte à l'environnement socio-économique. Autre établissement de haut niveau, l'École nationale supérieure des mathématiques, première du genre en Afrique, elle ouvre de larges perspectives aux étudiants. القطب العلمي رفيع المستوى لأن القطب هو اللي ربما سترتكز عليه الجزائر لدخول حقيقة في القرن 21 وبداية تحضير القرن 22 مع أبنائنا علماء الغد إن شاء الله. Le président s'est rendu à une exposition dédiée aux inventions et aux projets réalisés par les étudiants. Un espace qui met en avant leur innovation dans différents domaines. Célébré sous le thème l'étudiant algérien de la résistance et de la libération à la science et l'édification, cet événement met en exergue le combat inlassable de la frange estudiantine, un parcours auquel a participé l'institution militaire avec une élite d'étudiants engagés. باش نكون في نفس الصورة اللي كل مرة يذكرنا بها السيد الفريق الأول قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أن في أخطار تحوم بالجزائر أولا. إذن لازم نحصن على أنفسنا بالعلم مش إلا بالمدافع والصواريخ والعلم كذلك. ثانيا احنا دولة نطمح وقبل من الدولة الشعب نفسه والطلبة نتاعنا يطمحوا إلى تقدم سريع في ميدان التكنولوجيات وفي ميدان ونسعى كذلك إلى سرعة قصوى في الرقمنة تاع البلاد. الشيء اللي ما كانش يقدر يديروا 5000 ولا 6000 مسلح قادر يديرها مهندس ولا اثنين من ناحيه سيبراليه ويفسر لك كاع المراجع تاعك ويفسر لك. اذا سلاح ضروري. Le chef de l'État a écouté à cette occasion les préoccupations et les aspirations des étudiants venus des différentes universités du pays. Il a affirmé qu'aucune décision ne sera prise sans les consulter au préalable. Le président de la République a réaffirmé ses engagements à l'égard des étudiants, assurant que tous les moyens seront mis à leur disposition.
De quoi leur permettre de poursuivre la marche sur la voie du progrès et du développement afin de hisser l'Algérie au rang des pays développés en matière de recherche scientifique et technologique. On va parler start-up, ces micro-entreprises qui bénéficient de nombreuses mesures incitatives. Ces dernières ont permis l'émergence d'un important tissu à la création de projets annexes également. Exemple ce soir avec cette entreprise de consulting pour start-up qui a vu le jour grâce à la nouvelle orientation de l'État. Reportage de Hicham Daouf. Abdelhalim Derres est un ressortissant algérien installé dans la région lyonnaise. Il fait partie d'une jeunesse qui trouve sa voie dans ce modèle économique. C'est le premier projet associatif dédié à l'accompagnement à la création de projets, à l'accompagnement à la création de sociétés et même d'associations, parce qu'on a plein de projets qu'on voit passer à gauche, à droite, et les gens ne savent pas s'ils doivent les structurer en start-up, en PME, en association, donc nous on y répond. Plusieurs projets ont été lancés par ce jeune entrepreneur et son équipe. On a créé un premier afterwork le 4 février à Alger pour savoir un peu ce qui se passait. On a eu 48 personnes. On a attendu un peu, on a fait le lancement de l'association en Algérie le 20, au moment de la signature des statuts de l'association. On attendait 45 personnes, on en a eu 104. Abdelhalim a créé son association de consulting spécialisée dans l'accompagnement et l'audit dans les différents secteurs économiques. Les secteurs professionnels, en fait, ils sont très vastes, mais aujourd'hui, on est focalisé sur certains qui sont notamment dans l'industrie, donc l'industrie pharmaceutique, l'agriculture. L'Algérie produit énormément, exporte énormément, donc on garde un œil aussi là-dessus et on fait appel à des experts pour soit nous prêter main forte ou soit répondre à des problématiques posées par des membres. Et puis après, le troisième secteur, et qui va être à mes yeux et aux yeux des membres du bureau, le secteur phare, ça va être le tourisme. Faire découvrir l'Algérie comme étant un pays de touristes. Pour les ressortissants algériens établis à l'étranger, la création d'un ministère chargé des start-up arrive à point nommé pour atténuer les contraintes bureaucratiques et contribuer à lancer une vraie dynamique économique. C'est un avantage là où avant la jeunesse n'avait pas cet avantage, tout simplement parce que s'il fallait réunir des fonds pour créer une société, c'était des fonds, un bail commercial, le bail commercial il est notarié. Il y avait énormément de fonds avant de pouvoir générer le premier dinar. Tandis que là, en création de start-up, c'est une idée, on part d'une landing page sur Internet et on se rend compte très vite si ça marche ou pas. Donc l'avantage de ce ministère-là, il est là, c'est qu'il est venu faciliter les démarches. Et pour moi, c'est une très bonne optique. Des start-up créées chaque jour par des Algériens d'ici ou d'ailleurs, ce qui atteste de l'avenir prometteur de l'économie algérienne. Ouverture du deuxième forum des technologies de l'information et de la communication. Le CTO Forum revient dans un contexte de constante évolution, a affirmé le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Il était accompagné du ministre de la Poste et des TI. C'est le compte rendu de Walid Yousfi. Elles sont plus d'une centaine d'entreprises présentes à cette deuxième édition du CTO Forum, un événement qui regroupe des experts nationaux et internationaux. Objectif, échanger, partager et débattre des nouveautés en matière de nouvelles technologies, de l'information et de la communication et bien d'autres domaines. L'occasion aussi pour les acteurs algériens du numérique d'avoir plus de visibilité. Nous avons pratiquement une centaine d'entreprises, que ce soit donc algériennes, locales ou internationales. Nous avons aussi pratiquement 4000 visiteurs, dont 250 à 300 décideurs. L'objectif de ce forum, c'est de regrouper l'écosystème, donc que ce soit en termes de partenaires, que ce soit en termes de DSI, RSSI, Manager IT, et notamment aussi échanger sur tout ce qui est IT dans le pays. Le CTO Forum, dans sa deuxième édition, comprend plusieurs thématiques. C'est très intéressant en termes de thématiques et de conférences. On est en train de parler sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, data center et tout ce qui est 5G. C'est un forum donc dédié à tout le secteur IT. Donc il regroupe tout l'écosystème IT qui est très important aujourd'hui. Donc on est aussi ici pour mettre en avant ce qu'on fait, pour voir un petit peu ce que fait la distribution et essayer d'être au courant des nouvelles technologies. Le CTO Forum est aussi l'occasion de mettre en avant les dernières avancées réalisées par l'Algérie en matière de transformation numérique.
La numérisation en Algérie est en constante évolution et le gouvernement lui accorde un grand intérêt. Nous avons créé dernièrement avec le ministère du Commerce un groupe de travail qui permettra prochainement aux auto-entrepreneurs de créer des entreprises, d'acquérir un registre de commerce et d'effectuer toutes les étapes de création d'entreprises en ligne. Durant les prochains jours, la création d'une entreprise ne prendra que 5 minutes sans se déplacer de chez soi. La grande majorité des Algériens ont aujourd'hui accès à une connexion Internet stable et de qualité. Quand on prend en compte ce qu'a accompli l'Algérie ces dernières années, nous ne pouvons qu'être optimistes quant à notre avenir. Un avenir que nous devons construire ensemble avec les startups, les PME et tous les acteurs de l'écosystème des TIC et du numérique. في البيئة المهتمة بالرقمنة وبتكنولوجيا الإعلام والاتصال. 3 jours durant, plusieurs conférences et tables rondes seront organisées, animées par des experts de renom. Différentes thématiques y seront abordées, allant de la protection des données à la fintech, en passant par le big data ou encore l'intelligence artificielle. Le Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie enregistre sa 24e édition. Sibsa Filaha se tiendra jusqu'au 23 mai au Palais des Expositions et a vu la participation cette année de 39 pays avec 700 exposants du secteur de l'agriculture. Un secteur qui enregistre une véritable dynamique. Il contribue au PIB à hauteur de 18%, a affirmé le secrétaire général du ministère représentant le ministre Youssef Chaufa. Exemple de cette dynamique à Khanchla où la production de pommes connaît un véritable coup d'accélération. Les producteurs sont passés à la culture intensive des vergers, si bien qu'un marché de gros a été créé. Il est question de stocker près de 2 millions de quintaux de pommes produites chaque année dans la région. Reportage de Naïma Louali. Pomme, à Stella, près de Khanchla, cet exploitant est passé de la culture classique à la production intensive de ce fruit planté sur 50 hectares aux côtés de la poire. Un verger en intensif, c'est 3500 plants par hectare, une production si forte que le fruit part déjà en Libye et en Tunisie en attendant d'autres marchés. La différence entre le plan classique et l'intensif, c'est le porte-greffe. Le porte-greffe de l'intensif, هي تخلينا البلون تاعنا تبقى صغيره ولا برودكسيون تاعها ما تالترنيش خلاص شاك اني تعطينا اون بون برودكسيون دو 20 حتى ل 25 كيلوغرام مي الكلاسيك يعطينا بريسك حتى 250 كيلوغرام مي فيه لالترنونس شاك اني تسمى اني عام بعام عام يمد وعام ما يمدش ولوغو سي لانتونسيف مادام ما فيش الانترنونس هذه يعطينا ان بون برودكسيون اي بون غو سي سكري و جيتو. Très en vogue dans la région de Khanchla, les vergers en intensif poussent un peu partout afin d'optimiser la production puisque la technique nouvelle en intensif, c'est de semer un maximum de plants sur un minimum de surface. Les services agricoles de la wilaya de Khanchla accordent une importance particulière au développement des filières stratégiques. Donc chaque année, il y a un accompagnement particulier aux producteurs de la pomme en matière donc de raccordement d'électrification agricole des exploitations en production. Également, il y a d'autres dispositifs de soutien en matière d'économie de l'eau, la création des bassins géomembranes, l'installation de réseaux d'irrigation dans un contexte où il y a un manque d'eau, donc il faut s'adapter à cette situation. Grâce à son climat froid, son altitude dépassant les 900 mètres, la région de Khanchla est si adaptée à la culture de la pomme qu'un marché de gros dédié spécialement à ce fruit sera bientôt réceptionné pour stocker quelques 1,8 million de quintaux qui poussent chaque année dans les vergers alentours. Dans l'actualité, ces conférences organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique intitulées « Les nouvelles données mondiales ». L'une d'entre elles a été animée ce lundi par l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin qui est revenu sur différentes questions internationales. À leur tête, la cause palestinienne et sahraoui. L'événement s'est tenu en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, des conseillers du président de la République et des présidents de commissions parlementaires, l'ambassadeur d'Algérie en France et l'ambassadeur de France en Algérie.
Une autre conférence à Alger organisée par l'ambassade de l'État de Palestine sur les développements de la position politique et juridique envers l'agression sioniste sur la bande de Gaza. Ses répercussions également sur l'avenir de la question palestinienne. L'ambassadeur palestinien en Algérie, Faiz Abou Aïta, a salué à l'occasion le rôle de l'Algérie et ses victoires diplomatiques dans le soutien de la cause palestinienne, notamment le vote de l'Assemblée générale de l'ONU en faveur de l'admission de l'État de Palestine en tant que membre de plein droit. À la demande de l'Algérie et de la Slovénie, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce lundi pour discuter de la situation à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, soumise à une agression sioniste. La réunion intervient alors que l'entité sioniste annonce son intention d'intensifier ses opérations dans la ville frontalière à partir de jeudi. Puis le procureur général de la Cour pénale internationale a déclaré avoir demandé un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. La situation sur le terrain est dramatique après 7 mois d'une offensive dévastatrice de l'armée sioniste dans l'enclave qu'elle a assiégée. Au moins 35 562 Palestiniens avec une majorité d'enfants et de femmes ont été tués. 106 ont été tués ces dernières 24 heures selon un dernier bilan. 51e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée sahraoui. Les célébrations de cette date historique se poursuivent dans les camps réfugiés de Sahraoui, à Boujdour. Le président de la race, Ibrahim Ghali, a affirmé que la lutte armée est la voie pour réaliser l'indépendance, appelant les Nations Unies et l'Union africaine à libérer la dernière colonie d'Afrique. Fatima Zahra Ben Farjallah, Yanis Aïd Belkacem. Après la violation de l'occupant marocain de l'accord de cessez-le-feu, le peuple sahraoui a repris la lutte armée et décidé à arracher son indépendance. Aujourd'hui, il célèbre le 51e anniversaire du déclenchement de la lutte armée contre l'occupation espagnole sous la conduite du Front Polisario. Et depuis le 13 novembre 2020, l'engagement est entier pour la libération des terres sahraouis du joug de l'occupant marocain. Les succès enregistrés par notre armée sur le front sont accompagnés d'autres succès sur la scène politique et socio-économique, marquant les avancées remarquables dans le processus de construction de l'État sahraoui et de ses institutions qui occupent pleinement sa place sur la scène internationale, notamment en tant que membre fondateur de l'Union africaine. La célébration de ce 51e anniversaire est aussi l'occasion de tirer la sonnette d'alarme sur les actions de manipulation de l'occupant et ses alliés pour empêcher le processus d'autodétermination du peuple sahraoui. Nous tenons à attirer l'attention de l'opinion internationale sur les répercussions de la politique expansionniste de l'occupant marocain qui n'hésite pas à soutenir et à encourager des bandes de crimes organisés transfrontalières ainsi que des groupes terroristes et des trafiquants de drogue en application d'agendas expansionnistes et colonialistes connus dans l'objectif de créer une tension et instabilité dans la région. Moi et mon équipe sommes venus d'Irlande pour tourner un documentaire sur une campagne internationale de soutien à la cause sahraoui. Une cause juste, celle d'un peuple décidé à lutter jusqu'au dernier souffle pour libérer ses terres du joug colonial. Et ils étaient nombreux à manifester à Bilbao, dans le nord de l'Espagne, en soutien à la cause palestinienne et pour dénoncer la confiscation du droit des Sahraouis à la liberté, le silence également des gouvernements occidentaux face aux pratiques barbares de l'occupation marocaine au Sahara occidental. Contestation organisée par de nombreuses associations et organisations des droits de l'homme. Mobilisation également au Maroc contre la normalisation du Marzan avec l'entité sioniste. La population qui a dès le début dénoncé ces accords ne décolère pas et appelle à les rompre. Les détails par Raouf Hamouche. Liberté pour la Palestine. Si on se tait, qui parlera? Ont scandé les Marocains brandissant des drapeaux palestiniens géants. Ils sont sortis encore une énième fois dénoncer massivement ce qu'ils qualifient de dit honteux. Les principales artères du centre-ville de Casablanca ont vibré au rythme des slogans des manifestants exprimant leur soutien au peuple palestinien et leur rejet total de la normalisation des relations entre leur pays et Israël. Une trahison qui ne pardonne pas à leur roi.
Je participe à cette marche en solidarité avec le peuple palestinien victime de la barbarie sioniste depuis maintenant 8 mois. Pour nous, il est essentiel d'exprimer notre soutien à nos frères à Gaza. La résistance se poursuit au Maroc. Nous sommes contre la normalisation qui est une trahison envers nos frères palestiniens. Nous sommes déterminés à soutenir la cause palestinienne coûte que coûte. Les manifestants ont dénoncé la politique hypocrite du Marzen et l'alliance des dirigeants marocains. À leur tête, le roi Mohamed VI avec les bourreaux des Palestiniens, alors que les Marocains vivent actuellement une crise socio-économique sans précédent. Ils appellent leur gouvernement à s'occuper d'abord des affaires internes du pays et à porter secours à une population aux abois. Retour dans le pays où l'Algérien Hamza Yassine domine le Tour d'Algérie de cyclisme en remportant la 9e et avant-dernière étape entre Skikda et Annaba. C'est la 4e victoire que le coureur de Madal Pro Team remporte depuis le début de cette 24e édition. Le point avec notre envoyé spécial, Sid Ahmed Boulaye. L'étape du jour a été caractérisée par le mauvais temps qui a rendu la tâche plus difficile. Cela n'a pourtant pas empêché Hamza Yassine de glaner une 2e victoire consécutive, la 4e depuis le début du tour. أنا اليوم طنطيت لاشونس تاعي نروح لقدام ما سنيش سبرينت الفينال جي طونطي ما جي رحت وقدرت نفوز من الحالة هذه كما نقولوا كانت عادي ما كانت واعرة. Cette avant-dernière étape s'est déroulée sous une fine pluie qui a rendu le parcours plus glissant en plus du vent. Après 75 km de course et aux environs de Azaba, l'inévitable se produit, une grosse chute qui contraint plusieurs coureurs victimes de blessures à l'abandon. Une situation qui contraint les organisateurs à prendre une décision radicale. Les temps sont gelés et seule la victoire d'étape sera en jeu. Donc c'est ça la décision. On n'a pas de points aujourd'hui à l'arrivée, pas de différence de temps, mais le temps général reste comme ce matin. Après une demi-heure, la course peut enfin reprendre. Le peloton restera en un seul groupe jusqu'aux 25 derniers kilomètres. À Brahal, quelques tentatives d'attaque sont signalées. Un groupe de 3 coureurs arrive à prendre l'échappée, parmi eux Hamza Yassine. Une échappée qui prendra 1 minute d'écart sur le peloton. Comme la veille, Hamza Yassine s'impose au sprint devant l'Américain Drawin et l'Allemand Marsal. La dernière étape verra les coureurs prendre la direction de Guelma avant de revenir sur Annaba, le tout sur une distance de 148 km. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.